Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le stade Hassan Bouled a accueilli la 8e édition des compétitions internationales d'athlétisme. Et enfin, dans l'actualité internationale, les ministres des Affaires étrangères arabes et islamiques affirment qu'un cessez-le-feu à Gaza est une priorité urgente. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, dans le cadre du renforcement continu des relations interparlementaires, la représentation nationale a accueilli le président du Sénat de la République fédérale de Somalie, son Excellence Abdi Hashi Abdullah, en visite officielle du 12 au 15 avril prochain. M. Abdi Hashi a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Djibouti par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Dileta Mohamed Dileta, accompagné des membres du bureau de l'Assemblée, à savoir la première vice-présidente, l'honorable Safia El Medjibril, le secrétaire de bureau, l'honorable Saleban Daher Bilay, ainsi que l'honorable Ibrahim Abdo, questeur, et El Medjibril, ainsi que le président du groupe d'amitié Djibouti-Somalie, Djibril Abdillahi. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur Ismaël Goulal Boudine, était également présent aux côtés de deux ambassadeurs représentant les autorités diplomatiques des deux pays. À l'issue des salutations protocolaires, un entretien d'accueil s'est tenu au salon d'honneur de l'aéroport permettant aux deux parties de poser les premières bases du dialogue à venir. Cet échange chaleureux a permis de réaffirmer l'attachement commun à une coopération parlementaire renforcée, fondée sur la confiance, la proximité culturelle et la solidarité régionale. La délégation officielle accompagnant le président du Sénat est composée des personnalités suivantes, à savoir le sénateur Ousmane Mahmoud, le sénateur Mohamed Abdi Ousmane, le sénateur Bilal Idriss Abdullahi, la sénatrice Zamzam Ibrahim Ali, la sénatrice Zamzam Daher Mahmoud, Abdi Nasser Ibrahim Goulet, Faisal Mohamed Abdou Karim, Mohamed Aden Mahmoud et Mohamed Salad Ousmane. Durant leur séjour, les membres de la délégation prendront part à des échanges institutionnels, à des réunions de travail avec les commissions parlementaires ainsi qu'à des activités culturelles visant à renforcer les liens historiques, fraternels et de coopération entre les peuples djiboutiens. Autre actualité nationale, dans le prolongement de cette dynamique bilatérale, Victoria Abrashenko a eu un entretien aujourd'hui avec le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, M. Mahdi Larar Ubsiye. Cette rencontre s'est tenue à l'hôtel Kempeski en présence de l'honorable Mahmoud Hassan Farah, président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Russe, l'honorable Salaban Daher Bilay, secrétaire de bureau, l'honorable Ibrahim Abdo, questeur, et les honorables Kamil Mohamed et Hussein Abdelkader Ali, membres du groupe d'amitié Djibouti-Russe, et enfin le secrétaire général de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur Ismaël Goulal Boudine. Ces moments d'échange a permis d'explorer les synergies potentielles dans le secteur porteur de l'économie djiboutienne, notamment les infrastructures logistiques, les zones franches, les énergies renouvelables et les technologies numériques. Madame Victoria Abrashenko salue la vision économique ambitieuse de la République de Djibouti et les efforts déployés par les autorités nationales pour moderniser le climat des affaires et promouvoir l'investissement privé. Elle a exprimé l'intérêt croissant des milieux économiques russes pour les opportunités offertes par le marché djiboutien, véritable carrefour stratégique entre l'Afrique et le Moyen-Orient et l'Asie. De son côté, M. Mahdi Larar Ubsiye a présenté les principales orientations de l'ANPI en matière de promotion des investissements et a souligné l'engagement constant de Djibouti en faveur d'un développement inclusif, durable et attractif pour les partenaires internationaux. L'Assemblée nationale, rappelons-le, salue l'ensemble des échanges tenus dans le cadre de cette visite officielle. Mme Victoria Abrashenko a réaffirmé son engagement à accompagner dans son rôle institutionnel le développement de partenaires durables et mutuellement bénéfiques entre les deux pays. Ces dernières journées du travail diplomatique a ainsi close une séquence économique particulière dense. Santé à présent, où l'Institut national de santé publique de Djibouti, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Institut Robert Koch,
d'Allemagne a tenu un atelier de 6 jours sur la surveillance en intelligence santé publique et la surveillance basée sur les événements. L'objectif était d'améliorer la compréhension et l'application de l'intelligence en santé publique au sein des États membres de l'OMS. L'atelier a été présidé par le directeur général de l'Institut national de santé publique, Dr Mahadouto Nasser, et a vu la participation de M. Farh de l'OMS, ainsi que Mme Zahra Moussa, directrice générale de l'Office des soins. Le centre OMS de renseignement sur les pandémies et les épidémies travaille en collaboration avec le bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale afin de renforcer les capacités en ISP, d'établir des normes, de développer les compétences dans ce domaine. Cette initiative vise à consolider les activités d'alerte précoce, de notification dans plusieurs pays de la région, l'OMS incluant l'Égypte, la Jordanie, le Liban et Djibouti, en améliorant leur capacité ISP par le biais des formations et du développement d'un réseau régional d'ISP. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions lors de l'atelier des 6 jours sur la surveillance en intelligence santé publique et la surveillance basée sur les événements. Je vous propose de les écouter. Cette formation était 6 jours et c'était vraiment intensif. Et j'ai appris des compétences essentielles dans le domaine intelligence en santé publique. Cette formation était composée de différentes thématiques et on a appris comment collecter, analyser les informations afin de prendre une prise de décision aux décideurs. Nous avons organisé un atelier consacré sur la surveillance en santé publique, surtout l'intelligence en santé publique qui est composée de l'intelligence en épidémiologie et l'intelligence en général. En fait, cet atelier était co-organisé avec Robert Koch Institute de l'Allemagne et de la collaboration avec l'OMS Djibouti. C'était très intéressant, c'était un atelier fructueux et que tous les participants de Djibouti est multisectoriel, sans oublier le ministère sectoriel tel que le ministère de l'Intérieur, gestion des catastrophes et le ministère de l'Environnement. Et ce qui nous a facilité aussi la collaboration et la détection des cas. Vraiment, on s'est basé aussi sur la maladie et surtout la gestion des catastrophes au niveau pays. Eh bien, à l'issue du forum de Djibouti, marqué par l'optimisme des investisseurs, malgré un contexte mondial incertain, nous avons rencontré le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, M. Slim Friani. Dans cet entretien, il a réaffirmé l'engagement du Fonds souverain de Djibouti à co-investir aux côtés des partenaires internationaux et à doubler ses activités sous gestion dans les 5 prochaines années. Un cap ambitieux fondé sur la stabilité économique du pays et le potentiel de croissance des secteurs stratégiques. Le forum, voilà, l'idée était venue, c'est une inspiration que j'ai eue en voyant d'autres forums comme le Doha Forum. Donc moi, je vais à beaucoup de forums j'ai une trentaine d'années d'expérience dans les marchés financiers internationaux dans l'investissement. J'ai vu des centaines de forums sur cette carrière d'une trentaine d'années. Mais je sais qu'un forum comme Davos, le forum de Davos, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais c'est surtout quand je suis allé au Doha Forum, il y a 2 ans, et j'ai entendu à l'ouverture, donc à Doha, il y avait plus de 2000 personnes. Ils ont dit c'est la 23e édition organisée par le Fonds souverain de Qatar. C'est-à-dire qu'il y a 23 ans, c'était encore un jeune fonds souverain, ils organisaient ça. Je suis revenu à Djibouti et c'était le départ. C'était ça le départ, donc comme quoi on n'a pas à réinventer la roue. Il faut s'inspirer, il faut voir ce qui a réussi ailleurs. C'est vrai que ça paraissait très difficile parce qu'on n'a pas nécessairement ce côté organisationnel pour la logistique de tout ça, mais on a un partenaire qui s'appelle IC Publications. C'est le hasard et c'est le relationnel. C'est ce carnet d'adresses qui nous permet d'avoir des relations avec des gens qui sont dans ce métier-là
c'est les publicateurs de African Business qui ils ont publié ça. C'est une édition spéciale d'une 50aine de pages en anglais. Donc voilà, c'est lu par tout le monde entier, c'est plusieurs millions de personnes. Spécial Djibouti, donc voilà, il y a tout là, il y a le président de la République, son entretien, etc. Et donc, on a discuté. Et eux, ils font des forums ailleurs, spécifiques pour l'Afrique. Donc, ils sont spécialisés dans l'Afrique, ils font ces forums en Afrique ou ailleurs. Et voilà, comme on dit en anglais, the rest is history. Donc, on a travaillé, on a réalisé la première édition. Et donc, ce forum-là, qui a été créé comme ça, donc première année, deuxième année, on s'est dit, on a vu que ce succès de cette année-là, il ne peut que nous encourager, que ça va devenir un événement annuel incontournable. Mais non, les investisseurs, ils ne vont pas investir au premier jour. Et je reviens, et je le dis, et je le redis, comme toute relation humaine, d'abord, il faut faire connaissance, il faut se faire confiance. Avant de faire les fiançailles, si je peux dire le terme en termes humains. Les fiançailles, dans le terme du business, c'est faire un protocole d'accord non engageant. Donc voilà, on va continuer à se connaître, mais on commence à passer aux choses sérieuses pour éventuellement vivre ensemble plus tard. Et dans le terme de jargon de l'investissement, la phase mariage, c'est la signature d'un protocole engageant où on va commencer à engager du cash, du capital pour investir ensemble et réussir ce projet. Mais le plus important, c'est qu'aussi on a réalisé qu'il y a des partenariats aujourd'hui qui sont en train d'être noués par des acteurs locaux du secteur privé. Donc on a la Chambre de commerce, à sa tête le président de la Chambre de commerce, M. Youssef Dawel, il était là avec une grande participation du secteur privé. Et on a vu ce réseautage, on a vu donc ces réunions bilatérales, on a vu aussi des réunions avec des ministres, que ce soit le ministre de l'énergie, la ministre du numérique. Ils ont ensuite fait des réunions avec des gens qui sont venus dans leur bureau, dans leur ministère. Donc voilà, donc ça bouge. On a créé une ambiance d'action qui ne peut que réussir, qui va dans le bon sens. Mais il faut gérer les attentes. Sinon, voilà, c'est facile de critiquer. La critique, c'est très facile. Détruire, c'est très facile. Construire, continuer à bâtir, rester persévérant, c'est plus difficile. Et nous, on ne choisit pas le facile, on choisit le difficile. On est résilient, persévérant, patient et on travaille. Et on sait que c'est une question de when, pas if. Quand on va faire des choses, et c'est comme ça, la nature de l'investissement, c'est du long terme. Et le fonds souverain, c'est un outil, c'est le bras financier d'investissement de l'État de Djibouti qui investit à long terme. On n'est pas là pour spéculer pour le court terme. Et aussi, ça revient au leadership. Le leadership, à sa tête, donc le président de la République, il a fait des choses dans le long terme, les institutions qu'on voit, les ports, etc. Oui, il y a 20 ans, les gens ils se sont dit, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Le fonds souverain, pareil. Et le forum de Djibouti, je suis persuadé que d'ici 3, 4, 5 ans, ça deviendra un événement incontournable en Afrique. Co-investir plutôt, réformer, attirer, ce sont les mots d'ordre du directeur général du Fonds souverain de Djibouti, M. Slim Feriani. Confiant dans le potentiel du pays, il revient sur la volonté du Fonds souverain de Djibouti de s'engager dans des projets structurants avec des investisseurs internationaux, tout en appelant à un environnement réglementaire plus favorable au secteur privé. Là, c'est pour ça qu'on dit simple is better, il faut simplifier les choses. Notre président a lancé la vision 2035. Il faut rester concentré sur ça. Il ne faut pas s'éparpiller. On ne peut pas réinventer la roue. On a une feuille de route, vision 2035. Alors, les objectifs, c'est devenir un hub du tourisme, devenir un hub du numérique, devenir un hub des marchés financiers, des services financiers, et aussi devenir un hub de l'énergie solaire, entre autres. Et continuer à renforcer le secteur portuaire et logistique qui est déjà de niveau international. Donc voilà, les panels reflètent ces secteurs-là, donc il faut continuer à rechercher les opportunités et investir dans ces secteurs-là du numérique, voilà, que ce soit des data centers ou autres, dans le tourisme, donc toute la chaîne de tout ce qui est hôtel et autres, dans le financier, oui, donc il y a encore de la place pour les institutions financières traditionnelles, banques commerciales ou autres métiers de la finance. Et l'énergie renouvelable, on avait cette fois-ci une bonne présence du côté géothermie. Donc je sais que ça lui tient au cœur, donc, son Excellence Monsieur le Président de la République, parce qu'il sait qu'on a ce potentiel-là. On a ODEG aujourd'hui ici, donc, et on sait que ça a été un grand succès pour le Kenya avec Kengen. Donc voilà, il faut continuer à avancer et pousser dans... Maintenant, il y a tout à faire à Djibouti. Si vous regardez dehors, là, la très belle vue de Djibouti, un très très beau pays, et on regarde la mer et le ciel, oui, la limite c'est le ciel. Donc the sky is the limit, comme on dit. Il y a des choses à faire dans l'éducation, dans la santé,
Mais je suis également ravi d'avoir vu des jeunes. Donc on a fait une initiative avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation pour avoir une dizaine d'étudiants du domaine de l'économie et une dizaine de bacheliers dans le domaine de l'économie de la gestion. Ils étaient là pour apprendre. Et donc voilà, le capital humain, le principal capital pour Djibouti, c'est le capital humain. Le capital financier, voilà, on l'attire. Il peut venir de partout dans le monde, mais le capital humain, il est là, donc il faut le renforcer, il faut les inspirer, ça commence à un jeune âge. Donc en termes de, voilà, pour se projeter, il y a tout à faire à Djibouti, et on ne doit pas rester dans l'exclusion, on doit être inclusif. Tout est à faire. Il faut souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et parfois, les idées elles viennent quand on s'attend le moins ou dans un secteur qui ne paraît pas très attractif, mais il faut explorer et en plus, il faut diversifier les risques. On ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier et se dire il faut faire que ça ou que ça. Non, faites le plus, le mieux. Et c'était représenté dans la présence, que ce soit les 150 personnes qui sont venues d'étrangers, mais aussi à l'échelle nationale, le secteur privé, il y a des choses à faire entre le partenariat. Pour moi, le partenariat idéal, du point de vue égoïste pour le Fonds souverain, c'est qu'il y ait dans le capital d'un projet X, le Fonds souverain de Djibouti, qui est l'investisseur stratégique qui représente le P pour public, et il y a un acteur privé national et un acteur privé international, et là on a le transfert de know-how et de savoir-faire, et l'union fait la force, parce que le local, on a cet avantage que les internationaux n'ont pas. Donc nous, on leur amène cette expertise à l'échelle nationale pour aider à accélérer le projet, et bien évidemment, quand on est sous la tutelle de la présidence de la République, avec un président qui veut aller de l'avant, ça facilite les choses. Et c'est pour ça que de plus en plus d'acteurs économiques internationaux, ils veulent connaître le Fonds souverain de Djibouti, ils veulent faire des choses avec le Fonds souverain de Djibouti, mais nous ne sommes pas le seul acteur. Donc là, je reviens au travail d'équipe. Il y a plusieurs institutions à l'échelle nationale, mais le maximum de moteurs, le plus, le mieux. Donc pour aller de l'avant, il faut avoir plus de moteurs. Sport à présent, où je vous dis dans le titre, la 8e édition du meeting international d'athlétisme de Djibouti s'est tenue hier après-midi au stade Hassan Goulet d'Aptidon. La présidente du comité national olympique, H. Ali Gered, et les dirigeants de la Fédération djiboutienne de l'athlétisme étaient présents sur le terrain pour veiller au bon déroulement des épreuves sportives. En amont, la Fédération djiboutienne d'athlétisme s'était donné les moyens de ses ambitions pour assurer la réussite de l'événement sportif, qu'il s'agisse de l'accueil des spectateurs, l'hébergement des sportifs, la logistique, la praticabilité des pistes, des courses aux normes standards internationales. Et la première étape de cette compétition du meeting africain tour avec la participation des 30 athlètes étrangers venus de plus de 11 pays. Les compétitions de l'édition de cette année ont mis en liste des athlètes africains et arabes qui ont réalisé des performances remarquables lors des championnats internationaux ou encore des Jeux olympiques. Des athlètes issus de l'Éthiopie, du Kenya, de l'Algérie, du Burundi, du Rwanda, Sénégal, Burkina Faso, l'Ouganda, le Tchad, la Tanzanie, l'Angola, Togo, la Somalie, le Cameroun, Maroc, Qatar et bien d'autres figuraient parmi les compétiteurs de ce meeting sportif dont le coup d'envoi a été donné hier vers 16h. La 8e édition du meeting international de Djibouti ont une différence des disciplines aux courses, à savoir le 200 mètres, le 800 mètres, le 1500 mètres, le 3000 mètres et aussi la prodigieuse 10 000 mètres. Sur le 400 mètres hommes, la première place est revenue pour le Sénégalais Sané Abouadama avec un temps de 47 secondes 88 centièmes. Sur le 800 mètres femmes, la deuxième place est revenue pour l'Éthiopienne Bilani avec un temps de 2 minutes 05 secondes. Sur le 800 mètres final homme, les athlètes se sont attribués la première place, à savoir Hassan Ahmed, avec un temps de 1 minute 54 secondes. Pour le 3000 mètres hommes, la première place est pour Elmi Koumane avec un temps plutôt de 8 minutes 25 secondes. Le 5000 mètres hommes, la première place est pour Aden Sougui avec un temps de 13 minutes 35 secondes. La compétition de la course a été clôturée par le 10 000 mètres. Donc la course du 10 000 mètres homme a été remportée par la première place avec un score. Et il s'agit d'un Djiboutien, Mohamed Ismail Fatah.
Les prestations réalisées au cours de ces meetings sont la preuve d'un renouvellement de l'athlétisme. Ceci est le fruit de la stratégie mise en place par le comité olympique, à sa tête la présidente Acha Garel Ali et le président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd, ainsi que le comité. Grâce à l'appui du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, premier supporter du sport national qui a cru en cette stratégie accordée un fonds spécial. La 8e édition internationale d'athlétisme de Djibouti a été achevée par la remise des trophées pour les vainqueurs du meeting international d'athlétisme. Science à présent, où la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie sont liées par une solide coopération dans de nombreux domaines, notamment dans la recherche archéologique, raison pour laquelle une conférence débat a été organisée jeudi au CERD entre l'Institut de recherche archéologique et historique et l'Université d'Addis Abeba. La conférence organisée par l'Institut de recherche archéologique et historique de Djibouti, présentant les interventions des chercheurs éthiopiens du domaine de la recherche archéologique. Les sujets abordés incluent la valorisation du patrimoine culturel, la reconstruction du paléo-environnement pour interpeller les vestiges des sociétés anciennes et l'implication des communautés locales dans le développement du tourisme culturel. La conférence a également traité de la future collaboration entre le CERD, par intermédiaire, et son Institut de recherche archéologique et historique, et les organismes éthiopiens de la recherche archéologique et en sciences humaines. La conférence a débuté avec des discours, à savoir le discours du Dr Jalaluddin Mohamed, qui a remercié le prof en paléoanthropologue, et le Dr Hagos pour leur participation, de plusieurs spécialistes djiboutiens en archéologie et histoire en sciences humaines qui ont participé à la conférence du CERD, notamment des archéologues et historiens de l'IRA. Enfin, Dr Zakaria a indiqué que dans ce partenariat, les deux pays président professeur, le directeur de l'IRA, Salah Zakaria, a souligné que cette conférence a noué des partenariats régionaux et internationaux, notamment avec l'Éthiopie, un pays voisin. Écoutons-le. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un projet bien précis que nous avons mis en place il y a 2 ans. Et ce projet s'inscrit aussi dans le cadre d'un programme qui s'appelle ATEP. Et l'objectif de cette conférence concerne donc les partenariats ou partenariats avec un S à différents niveaux, au niveau national, régional et international. Là particulièrement, il s'agit du partenariat au niveau régional, avec plusieurs pays, l'Éthiopie, le Soudan et le Kenya. Et puis nous avons donné une place importante à l'Éthiopie, étant donné le nombre d'institutions travaillant dans les domaines de la recherche en archéologie, en histoire, ou même les disciplines annexes. Et donc, voilà, l'Éthiopie est venue en premier. Il y a eu 3 rencontres, dont 2 à Djibouti, une à Addis Abeba, et puis nous comptons donc d'ici 2 à 3 mois finaliser ce partenariat par une convention avec 3 institutions éthiopiennes, à savoir l'Université d'Addis Abeba, l'Institut des études éthiopiennes, Institute of Ethiopian Studies, et la RCCH, qui est une institution vraiment très très importante, qui donc s'occupe pratiquement de la gestion de l'archéologie, du patrimoine, de l'anthropologie, et qui délivre justement, comme nous le faisons, les autorisations de recherche pour les missions étrangères venant en Éthiopie. Je rappelle que donc l'IRA, qui a été créé en 2014, joue un rôle important dans le domaine de la gestion de l'archéologie. Les 2 messieurs qui ont présenté la conférence de ce matin, donc sont l'un est professeur à l'université d'Addis Abeba et l'autre est professeur associé à l'université d'Addis Abeba.
Le troisième étant donc l'instigateur de ce partenariat avec moi, Ahmed Hassan, qui donc est un ami et que j'ai connu en France. C'est lui pratiquement qui nous a permis, avec l'aide d'Aramis aussi, de discuter, d'engager des pourparlers pour justement mettre en place des conventions et pouvoir travailler. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Je vous propose d'écouter. Je suis présent ici pour assister à un colloque organisé par l'IRA. Et l'IRA, c'est un institut de recherche archéologique et histoire. Et donc, on collabore avec cet institut sous le guide de M. Salah Zakaria. L'objectif, c'est juste de collaborer ensemble. Et les deux pays sont toujours, comme on sait très bien, très voisins, très amis et très partenaires. Et le partenariat continue de cette façon. Mais le résumé que je vais vous donner, c'est juste que la recherche compte beaucoup entre les deux pays. Elle va réunir dans le savoir, soit dans le centre de recherche, soit à l'université. Et c'est ça que j'ai besoin de dire à ce moment et que je profite encore de ce moment et espérant que nous allons ensemble, que nous allons travailler ensemble, que nous allons cultiver un partenariat vraiment basé sur l'espace scientifique et vraiment très rattaché vers les sciences sociales, vers l'histoire, vers l'environnement, vers la géographie et vers la paléanthropologie, l'archéologie. Et donc, dans ce cas, il y a l'intérêt de cet institut IRA sous l'égide de CERD qui a besoin vraiment de partenariat continu avec l'université d'Addis Abeba, avec les centres d'études éthiopiennes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Finalement, que convention entre cet organisme IRA et l'université d'Addis Abeba, l'Institut d'études éthiopiennes et le département d'archéologie et d'histoire de l'université d'Addis Abeba. En plus même, on avance encore, trouver juste le centre d'héritage éthiopien, on va parler ça avec les autorités de façon vraiment très responsable et on va se rapprocher, on va signer une convention et finalement même on va travailler ensemble. Et l'essentiel, c'est juste pour travailler sur le chemin de savoir. De la direction le nord du pays où dans le cadre de ses actions de sensibilisation, le lauréat du Grand Prix du chef de l'État a tenu une réunion avec les responsables de l'hôpital de la région. À son arrivée, il a été accueilli par le directeur général de l'hôpital, Dr Déby, en présence de plusieurs cadres de la santé. Cette mission conduite par Abdourégui a pour objectif principal de plaider en faveur de la participation active des personnes handicapées aux activités sportives. L'entretien a permis d'échanger sur l'importance et de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans des programmes tant que levier d'intégration sociale, de santé physique. Dr Déby a souligné que l'hôpital régional de Tadjoura a été conçu dans un esprit d'accessibilité avec des infrastructures adaptées aux besoins des personnes handicapées. Il a également salué l'initiative de la mission et exprimé son soutien pour toute collaboration visant à promouvoir et l'inclusif où chacun a la possibilité de s'épanouir pleinement, quelles que soient ses capacités. De la direction de Meridjo, où l'association Autisme, Sport et Loisirs à Djibouti a organisé une formation de sensibilisation, d'accompagnement, d'acceptation à destination des parents d'enfants autistes et des éducatrices dans la localité de Demerjo. Cette initiative est dirigée par M. Redouane Mohamed Jama, président de l'association, accompagné de son équipe dans le cadre d'une tournée de sensibilisation à travers la région. La formation s'est déroulée sur 3 jours consécutifs et vise à offrir aux familles et aux éducateurs des outils concrets pour mieux comprendre, accompagner et intégrer les enfants autistes dans leur environnement familial et éducatif. Les autorités présentes lors de l'ouverture de cette formation, à savoir le sous-préfet d'Emedjo, Abdi Hassan, et le député de la région d'Arta, l'honorable Filsan. De là, nous partons vers le sud du pays où la lutte contre toute forme de trafic illicite s'intensifie. À Lissébié, où une opération de fouilles et de contrôle menée au niveau de la frontière, la brigade de la douane d'Alissébié, en collaboration avec la police, les détachements de la région et l'armée BIAS, ont permis de saisir une importante marchandise de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion de poids total a été estimée à plus de 3000 kg de khat. Les contrebandiers voulaient l'acheminer en quantité vers la ville. Les policiers, les douaniers et l'armée qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré sur place. Par la suite, l'intégrité de la marchandise est saisie selon la procédure standard
en vigueur. Cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sebier, M. Mohamed. Et dans l'actualité internationale, je vous ai dans le titre, les ministres des Affaires étrangères du groupe de contact sur Gaza ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza. Cette réunion organisée à Antalya en Turquie a réuni des responsables des pays influents tels que la Palestine, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres nations. La situation à Gaza est déjà catastrophique, s'est aggravée avec des violences quotidiennes, des frappes, des attaques aériennes israéliennes et une grave crise humanitaire. Les ministres ont réaffirmé leur soutien aux Palestiniens, insistant sur la nécessité de trouver une solution. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.